19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La réunion a été tenue ce matin par visioconférence. En sa qualité de président en exercice de l'organisation, le colonel Assimi Goïta a dressé le bilan des grandes réalisations de l'OMVS sous son leadership avant de passer le témoin au président de la République islamique de Mauritanie. Au plus tard, le 30 août 2023, les communes 2 et 3 seront dotées d'un site moderne de dépôt de transit des ordures. Ce nouveau site, objet d'une visite ministérielle, est situé au flanc de la colline de Médina Koura. Sa réalisation coûtera à l'État plus de 300 millions de francs CFA. Les FAMA offrent des vivres aux populations de Tessalit et engagent une patrouille d'envergure dénommée Yerekolochi, une approche saluée par les populations sur place. Avec nos envoyés spéciaux en Espagne, grâce au concours du programme Tunkaranke, des réactions de nos compatriotes face aux différentes réformes engagées au Mali depuis la rectification de la transition. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a tenu ce matin sa 19e session ordinaire par visioconférence sous la présidence du président de la transition, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. À l'ordre du jour, la rotation de la présidence de la dite conférence et du Conseil des ministres. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a dressé le bilan des grandes réalisations de l'organisation sous son leadership avant de passer le témoin au président de la République islamique de Mauritanie, Sirabatili. 4 pays dans la trajectoire d'un développement économique et social, le Mali, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal, unissent leurs efforts pour gérer au mieux le bassin versant du fleuve Sénégal. La conférence des chefs d'État et de gouvernement qui donne des orientations pour maintenir cette dynamique tient sa 19e session en mode virtuel pour la première fois. Une reprise après plus de 3 ans d'arrêt pour cause de Covid-19 et de multiples contraintes des chefs d'État. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, ouvre la séance et campe le décor avec ce constat. Depuis la session de 2019, notre organisation fait face à de profondes crises, dont la plus importante liée à la pandémie à Covid-19, survenue en début 2020, a secoué l'économie mondiale et bouleversé la mise en œuvre des projets de l'OMVS. Vous comprendrez dès lors l'ampleur des contraintes qui ont impacté le niveau d'exécution de nos activités planifiées entre 2020 et 2022. Fort heureusement, la société de gestion et d'exploitation de la navigation a su proposer un schéma alternatif de phasage des activités d'exécution du projet dont la première phase est basée sur une stratégie de navigation rapide qui vise à rendre navigable le fleuve Sénégal entre Saint-Louis et Ambi-Dédi à partir de juin 2024. Au pays membre maintenant de diligenter le financement de cette stratégie qui est un début important pour la navigation selon le président Goïta. Des sources d'alimentation et de production, l'OMVS en dispose à travers Manantali, Fellou et présentement Gouina. Des sources d'espoir pour les pays de l'organisation. Après Manantali en 2002 et Fellou en 2013, Gouina vient rehausser la puissance installée de l'OMVS à 400 MW, avec une puissance additionnelle de 140 MW d'énergie propre et bon marché. Du reste, notre capacité de transport en sera fortement améliorée avec les lignes du projet Manantali 2 qui feront de l'OMVS une véritable plaque tournante de l'énergie en Afrique de l'Ouest. Une doléance de la CEDEAO traduite en actes, celle d'interconnecter les réseaux électriques de la sous-région dans le but de faciliter l'échange d'énergie en Afrique. Et le président de la transition de préciser qu'un maillon manque à ce secteur de l'énergie, notamment du côté de la Guinée à cause des problèmes de financement. La République populaire de Chine est partenaire à ce niveau. Des contrats ont été signés pour la réalisation de certains barrages. Malgré ces prouesses, le colonel Assimi Goïta attire l'attention des chefs d'État sur le bilan des 50 ans d'existence de l'OMVS. 50 ans, hormis la mise en service des 4 barrages,
nous n'arriverons pas à faire de la navigation une réalité et notre potentiel agricole disponible reste pour moitié inexploité. Au regard de l'urgence de concrétisation des grands projets suscités, en raison des besoins pressants de nos populations en services de transport fluvial, d'énergie et de sécurité alimentaire, je demande au Haut Commissariat d'accélérer l'étude d'élaboration en cours d'une stratégie de mobilisation des financements et sa mise en œuvre diligente. Pour l'atteinte de la sécurité alimentaire dans les États membres, les enveloppes du projet de gestion intégrée des ressources en eau PGIR ont été consacrées au volet hydro-agricole. Un autre grand projet agricole est dévoilé. Nous avons poursuivi le processus de mise en place d'un observatoire de l'eau et de l'environnement qui sera basé à l'Abbé, là où l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal a été créée en mars 1968. Notre cadre de coopération s'enrichit d'un comité de bassin fonctionnel, des réseaux de journalistes et des maires du bassin, tandis que nous nous ouvrons davantage à la communauté scientifique et aux organisations non gouvernementales. Aussi, nous poursuivons les efforts à fédérer les échanges de bassins transfrontaliers en Afrique à travers les réseaux africains des organismes de bassins, dont l'OMVS assure le secrétariat technique permanent depuis 2004. À cela s'ajoute la sensibilisation pour les activités d'orpaillage. Un plan d'action est élaboré à cet effet. C'est donc un bilan détaillé de son mandat à la tête de l'OMVS que le président Goïta a présenté aux chefs d'État guinéens et mauritaniens et au Premier ministre du Sénégal, représentant le président sénégalais. En réponse, la conférence lui a adressé cette motion. À son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, au gouvernement et au peuple malien pour leur engagement visant à raffermir l'intégration et la coopération entre les États de l'OMVS autour de la mise en valeur des ressources du bassin du fleuve Sénégal. Tiennent à féliciter son Excellence le colonel Assimi Goïta pour le bilan positif de son mandat à la présidence en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a permis d'importants acquis et réalisations contribuant à consolider notre chère organisation tant du point de vue institutionnel qu'opérationnel. À la fin des travaux, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a passé le témoin au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. La conférence a enfin nommé Mme Bintou Camara, ministre de l'Énergie et de l'Eau du Mali, comme présidente du Conseil des ministres de l'OMVS. Les communes 2 et 3 seront dotées au plus tard le 30 août 2023 d'un site moderne de dépôt de transit situé au flanc de la colline de Médina Koura. Il a coûté à l'État et son bailleur, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, plus de 300 millions de francs CFA. Deux membres du gouvernement viennent de visiter les sites histoire de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Les reportages complets sur cette visite au cours de ce journal. Refondation de la politique industrielle, le ministre Moussa Alassane Diallo, fraîchement nommé, en fait son centre d'intérêt. Le premier responsable du département de l'industrie et du commerce a entamé hier une série de visites de prise de contact avec les acteurs industriels. Cette première sortie a concerné une société de production de boissons et une usine d'aliments bétail. Le compte rendu de Salimatan Dao. À la suite de sa prise de fonction, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, va à la rencontre des acteurs industriels. Il compte ainsi s'imprégner des réalités du secteur et amorcer une stratégie de perfectionnement des actions. Et c'est dans la périphérie de Bamako que cette visite démarre. À Sanankoroba et Banakoro, le ministre visite deux entreprises, toutes deux très jeunes, mais très professionnelles dans leur domaine. Cette visite a pour objet d'exprimer le soutien total, inconditionnel et indéfectible du gouvernement à l'ensemble des unités industrielles de notre pays. Véritablement, à partir d'aujourd'hui, c'est une phase de refondation de toute notre politique industrielle qui va se mettre en place. Il s'agira de faire l'analyse de cette politique industrielle pour mettre en évidence les forces et les faiblesses, les menaces et les opportunités,
pour bâtir une véritable politique industrielle. Cela fait 3 ans que la Société malienne de boissons produit et distribue de l'eau et des boissons. Ici, les installations sont modernes et les règles d'hygiène sont respectées. À l'occasion de cette visite, l'entreprise a évoqué certaines difficultés. J'avoue que vraiment la tension elle est très faible. Nous n'arrivons pas à bien fonctionner avec l'EDM. Si le gouvernement peut œuvrer dans ce sens pour nous trouver une tension de qualité, ça sera vraiment un ouf de soulagement pour nous. Le deuxième problème aussi, ça c'est la fiscalité. Le président vous avez dit, il a même dit au ministre, aujourd'hui la fiscalité nous coûte excessivement cher. L'usine d'aliments complet de Sékou Diarra est une belle opportunité pour les éleveurs. Depuis le mois de janvier dernier, l'usine produit des aliments bétail et volailles avec des équipements de dernière génération et un système de contrôle de qualité de pointe. L'usine a une capacité de production de 200 tonnes par jour. Pour tourner à plein régime, certaines conditions doivent être réunies. Le coût d'énergie est cher et est rare. Et ensuite, le marché est inondé par les produits importés. Donc, le ministre l'a souligné tout de suite, un pays ne peut pas se développer sans de la valeur ajoutée. C'est les usines qui peuvent faire la valeur ajoutée. Donc, si nous voulons soutenir notre pays, c'est de soutenir nos usines, les producteurs des aliments bétail locaux. Je leur adresse mes remerciements, mes encouragements et leur dire qu'ils auront tout l'accompagnement, tous les soutiens et tout l'appui du gouvernement à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce. Je leur dis bravo, continuez, nous sommes sur la bonne voie. Le ministre prévoit d'autres sorties sur le terrain pour, dit-il, engager des réflexions en faveur d'une souveraineté industrielle et alimentaire au Mali. Le ministre de la Santé et du Développement social également visite dans 4 services clés de son département. Il s'agit de l'Agence nationale d'assistance médicale, la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM, la Caisse malienne de sécurité sociale et l'Institut national de prévoyance sociale. Mamadou Fane. C'est une visite de prise de contact que le ministre de la Santé et du Développement social a effectuée ce jour à l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM et à la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM. Il s'agit pour le ministre de s'enquérir des conditions de travail dans ces 2 structures importantes dans les dispositifs sanitaires du Mali. Dans ces structures, les défis restent les mêmes. Au nom du comité de gestion de la CANAM et l'ensemble du personnel, nous sommes là disposés à accompagner le ministre. La CANAM étant un outil de développement, nous sommes vraiment à sa disposition pour l'aider, pour l'accompagner à relever ce défi, pour que ce Mali nouveau, ce Mali courant soit. Le ministre a ensuite visité la Caisse malienne de sécurité sociale et l'Institut national de prévoyance sociale, INPS, des services qui œuvrent pour la gestion des pensions des travailleurs retraités. Quand le premier responsable de votre département vient vous voir et prendre contact avec vous, échanger avec vous, vraiment ça fait plaisir. Déjà, on peut montrer tous les acquis, les difficultés qu'on éprouve, pour qu'au moins, entre nous et l'État, il y ait la synergie d'action, pour qu'au moins on puisse faire progresser la maison, l'amener à ses objectifs. Nous allons travailler ensemble et demander à tout un chacun d'être engagé, de travailler correctement, de prôner la loyauté, le travail bien fait dans les différents services. Cette visite du ministre de la Santé et du Développement social a été l'occasion pour les responsables de ces différents services de formuler quelques doléances, des doléances qui seront examinées dans les jours à venir, a rassuré le ministre. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale vient de rencontrer tous les syndicats d'enseignants, travailler en parfaite harmonie pour le bonheur de l'école malienne. Tel était l'objectif principal de cette visite de prise de contact. Fademba Keïta. Instituer un dialogue permanent entre les différents syndicats et le département de tutelle, tenir un climat social apaisé, résoudre dans la mesure du possible les doléances qui sont sur la table, telles sont entre autres suggestions faites par les syndicats d'enseignants. Les interventions successives des secrétaires généraux et représentants syndicaux, ponctuées de présentations individuelles, changent le contexte de la rencontre, mais sans la dénaturer. Elles ont porté sur le retour du CEP ou examen de fin d'études du premier cycle, le retard dans le paiement des subventions des écoles privées, un seul diagnostic de l'approche par compétences APC, la réévaluation du problème des 10e communes, j'en passe. On a profité de la rencontre quand même pour évoquer déjà les questions qui nous semblent être les plus préoccupantes.
notamment pour les syndicats de l'éducation, il s'agit de la question de l'exécution du procès verbal de 2019. Ensuite, la question de la moralisation du choix des correcteurs. Ensuite, la question des frais liés aux examens. On a souhaité aussi que le ministre porte un dossier qui nous tient à cœur aujourd'hui. C'est la question du blocage des dossiers des enseignants. Voir aujourd'hui au niveau du secrétariat général du gouvernement l'ensemble des arrêtés qui sont liés aux autorisations, aux congés de formation, au rappel à l'activité, aux régularisations de formation, que ces dossiers sont bloqués. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale affirme avoir pris note des propositions et préoccupations soulignées. Pendant ces vacances, le temps viendra pour vous rencontrer et mettre sur la table certains de ces problèmes. Ils sont faits pour être résolus. Enfin, s'ils ne sont pas résolus, ça crée des tensions. Moi, je n'aime pas les tensions. Il n'y a que le dialogue qui soit capable de surmonter les obstacles, les problèmes. Je suis là pour régler les problèmes, pas pour en créer. On a tout de même senti la détermination des deux parties à relever tous les défis pour une éducation de qualité. Cet idéal commun passe par un système pédagogique pérenne, bien structuré, qui tient compte de l'adéquation formation-emploi. Les travaux de l'atelier de coordination du projet d'appui à la scolarisation des filles ont démarré ce matin ici à Bamako. Pendant 3 jours, il s'agit pour les participants de mettre à jour l'initiative en intégrant les innovations. Le coût de réalisation du projet ASCOFI s'élève à plus de 6 milliards de francs CFA, financé par le gouvernement canadien pour 5 ans. Youssouf Diakité. L'ONG internationale Entraide universitaire mondiale Canada pilote le projet d'appui à la scolarisation des filles. Un projet qui entend booster la scolarisation des filles, particulièrement dans les régions de Ségou, Bajangara et Mopti. La présente rencontre, appelée Atelier de coordination du projet PASCOFI, fait le bilan des activités après 2 ans d'exercice. Le projet cible 200 écoles du premier cycle de l'enseignement fondamental. Et dans ces 200 écoles, nous avons estimé jusqu'à 15 200 filles et 11 000 enfants et garçons à peu près. Le projet, ça fait 5 ans pour un coût total de 12 millions de dollars canadiens, ce qui est l'équivalent d'à peu près 6 milliards et quelques millions de nos francs. L'une des questions débattues par les participants, c'est l'harmonisation des critères de vulnérabilité des familles bénéficiaires du projet. Il y a des familles où le chef de ménage est dépourvu d'emploi ou d'autres sources de revenus. Donc on peut considérer ce ménage comme vulnérable. Mais il y a des cas aussi où les enfants sont des orphelins. Donc ils n'ont pas les 2 parents vivants, ce qui les expose vraiment à la précarité. Les gouvernements du Mali, à travers le ministère de l'Éducation nationale, saluent la mise en route du projet PASCOFI qui cadre avec la vision des autorités maliennes en matière d'éducation. Cette initiative, entamée depuis 2021, vient en appui au système éducatif malien vers l'atteinte des objectifs de développement durable, surtout l'ODD 4 et ceux du PRODEC 2. Il s'agit de définir un mécanisme de suivi et d'évaluation du réinvestissement des compétences des enseignants dans les apprentissages au bénéfice de la communauté. Journée internationale à Nelson Mandela. L'événement est célébré le 18 juillet de chaque année, date à laquelle ce grand panafricaniste a vu le jour en 1918. Une façon pour les Nations Unies d'immortaliser l'homme qui a dédié sa vie à la promotion de la paix, à l'unité, à l'intégration africaine. À l'occasion de cette commémoration, Boukari Coulibaly et Yacouba Koné sont allés à la rencontre de la population pour savoir le regard des uns et des autres que les uns et les autres portent sur celui qu'on appelle Madiba. Suivant. Proclamée en 2009 par l'UNESCO, la journée internationale Nelson Mandela est célébrée chaque 18 juillet dans le monde. Elle rend hommage à ce grand panafricaniste qui a consacré sa vie à la lutte contre l'apartheid, le racisme et à l'émancipation de l'Afrique. Une journée qui a tout son sens au regard des grandes actions posées par ces héros africains. Oui, je pense que c'est une initiative vraiment encourageante. Et ce n'est pas seulement l'Afrique. Tout le monde fait ça aujourd'hui. Voilà, que ce soit les États-Unis, l'Afrique, même dans d'autres continents. Vraiment, tout le monde se rappelle de ce bon jour-là. Et c'est vivement souhaité dans tout le monde.
Vraiment, nous espérons que cela entre vraiment dans la culture des Nations Unies pour que cette date soit comme une date commémorative pour l'ensemble de l'humanité. Ici, nous sommes au groupe scolaire Nelson Mandela au quartier Hippodrome en commune 2 du district de Bamako. Autrefois appelé groupe scolaire de l'Hippodrome, l'école a été rebaptisée groupe scolaire Nelson Mandela le 4 mars 1996 par le président Alpha Oumar Konaré lors d'une visite au Mali de Nelson Mandela lui-même. Ce grand homme africain a occupé une grande place de choix dans l'histoire africaine. C'est ainsi que le groupe scolaire a porté le nom de Nelson Mandela. Et une fois même, il est parvenu même à arriver même au sein de ce groupe scolaire-là, avec Alpha Oumar Konaré en son temps. Derrière l'établissement se trouve un autre symbole dédié à Madiba. Il s'agit du boulevard Nelson Mandela. Long de près de 2 km, cette rue est une preuve que notre pays porte dans son cœur le premier président noir de l'Afrique du Sud. L'initiative de mettre une rue et une école au nom de celui que l'on appelle faiseur de paix reste une grande fierté pour les habitants du quartier. Je pense que ça a été une très bonne initiative parce que Nelson Mandela méritait ça. Il méritait vraiment cela. Il méritait même plus que ça. Parce que tous ceux qui font du bien et pour l'Afrique et pour les Noirs, franchement, pour l'humanité même, il faudra faire en sorte que cette personne soit immortelle. Nelson Mandela, c'est aussi cette figure emblématique qui a significativement contribué à la promotion de la paix et des droits humains. Pour beaucoup, il doit servir de repère à la jeune génération afin de bâtir une Afrique émergente. Nelson Mandela, ce n'est pas n'importe qui dans le continent africain. C'est une des figures emblématiques qui a dédié toute sa vie pour le combat de l'émancipation, pour le combat de la libération de l'Afrique, pour le combat de la libération de l'homme noir. Nous pouvons ainsi dire, sans risque de nous tromper, que Nelson Mandela a été tout au long de sa vie l'incarnation de sa célèbre citation qui dit « Il est très facile de casser et de détruire. Les vrais héros, ce sont ceux qui font la paix et qui bâtissent. » Les communes 2 et 3 seront dotées au plus tard le 30 août 2023 d'un site moderne de dépôt de transit situé au flanc de la colline de Médina Kouram. Il a coûté à l'État et son bailleur, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, à plus de 300 millions de francs CFA. Deux membres du gouvernement viennent de visiter le dit site, histoire de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Fademba Keita. 2800 m², c'est la surface totale du nouveau site moderne de dépôt de transit situé au flanc de la colline de Médina Kouram en commune 2 de Bamako. L'initiative du comité interministériel sur la question de gestion des déchets à Bamako et Kati doit pallier en partie l'épineux problème de dépôt de transit existant. L'aménagement fait suite à un plan qui a été élaboré par la DENACEPEN et la cellule technique, comme on l'a dit, qui est chargée de la mise en œuvre de ce projet, a fait beaucoup de choses. Dans les devis, il y avait l'installation d'un forage équipé avec, comme vous le voyez, un château, des lampadaires pour pouvoir éclairer la plateforme. Donc à nos jours, les travaux de déblayage sont finis pratiquement. Donc dans les chronogrammes que nous disposons, dans un mois, la plateforme va être bétonnée et avec la mise en place des portails. C'est un dépôt moderne qui sera mis en place. Les ordures ne doivent pas être déversées. C'est dans ce cadre-là que la nécessité accompagne aussi à hauteur de 300 millions pour l'équipement de ce dépôt de transit. Donc les caissons vont être déposés par terre et les ordures vont être déversées à l'intérieur de ces caissons. C'est les camions en pile roll aussi, à peu près 3 camions en pile roll qui seront mis à contribution pour faire la rotation. Une porte d'entrée pour le dépôt et le transit des ordures sera donc impérative, d'où la coopération des garagistes et transporteurs installés côté Médine. Me donner l'occasion effectivement de m'adresser à ces riverains qui sont là pratiquement de façon temporaire. Ils ont des autorisations d'installation de façon temporaire et tant qu'il y a un projet public ou une cause publique impérieuse, il faut nécessairement qu'ils acceptent de collaborer avec la municipalité qui les a installés en la matière du district afin qu'on puisse les trouver des lieux de recasement. C'est un projet d'intérêt public et aujourd'hui, vu l'importance de l'assainissement, vu l'insalubrité grandissante de la ville de Bamako, que ces kiosques acceptent d'être déplacés
je pense qu'en réalité, ils auront contribué à l'assainissement de la ville de Bamako. Le problème de la gestion des déchets solides à Bamako, en tout cas aujourd'hui, est devenu préoccupant pour tout le monde et est suivi au plus haut niveau par son Excellence le président de la transition, j'ai nommé le colonel Assimi Goïta. Et ce dépôt de transit est appelé à être un dépôt modèle avec des caissons qui seront posés, en tout cas les uns côte à côte, et les charretiers en tout cas viendront déposer les ordures dedans de façon ordonnée pour qu'on n'ait pas de déversement un peu partout des ordures comme le connaissons dans d'autres décharges. Après les 6 communes ici de Bamako et la ville de Kati, d'autres dépôts de transit modernes sont prévus par les autorités de la transition, notamment par le comité interministériel sur la question de gestion des déchets dans toutes les capitales régionales, nous confirment les ministres membres du comité. Inauguration cet après-midi du tout nouveau siège de la mutuelle de la garde nationale dans l'enceinte du camp de Tomikoro-Bougou, d'un coût de réalisation de plus de 523 millions de francs CFA. Il est le fruit d'un partenariat entre la Garde nationale et la Banque de développement du Mali, BDM SA. C'est le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, qui a inauguré l'infrastructure. Nous reviendrons sur cette cérémonie dans nos prochaines éditions. Les femmes offrent des vivres aux populations de Tessalit et engagent une patrouille d'envergure dénommée Yere Korochi dans le secteur. L'objectif de cette mission est de sécuriser les personnes et leurs biens. Toutes ces actions des femmes sont saluées par les populations. Le reportage de la DIRPA avec la voix de Ali Idrissa Maïga. Dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, le commandant du PCAT Est de l'opération Maliko, le colonel Makan Alassane Diarra, a initié des actions civilo-militaires à Tessit dans le secteur 1 de l'opération Maliko. Ainsi, les FAMA ont distribué 150 sacs de riz, 113 cartons de spaghettis, 113 sacs de semoule, 120 paquets de sucre et 70 cartons d'huile de 20 litres aux populations de Tessit victimes de l'insécurité. C'est dans l'assistance sociale des FAMA aux populations que le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, à travers le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Manga Alassane Diarra, on fait ces donations de vivres aux populations vulnérables résidant à Tessit afin de renforcer leur résilience en cette période de soudure due à l'hivernage. À cela s'ajoute un nouveau forage qui a été déjà réalisé par le chef d'état-major général des armées. Cette donation, ça renforce davantage la cohésion qui existait déjà entre la population de Tessit et nous, les forces FAMA présentes à Tessit. L'action des FAMA est hautement saluée par les communautés de Tessit. Il y a plus de 5000 personnes ici, vieux, femmes, enfants, hommes, qui sont là. Aujourd'hui, l'aide est arrivée jusqu'au domicile des bénéficiaires. Ça, c'est très important pour moi. C'est la preuve encore que les FAMA pensent à nous. Dans le souci de ramener la quiétude et rassurer les populations, une patrouille de grande envergure dénommée Yere Kolochi a été menée dans le Gourma du 5 au 13 juillet 2023 par les hommes du colonel Issa Bagayoko, commandant du secteur 1 de l'opération Maliko. Cette opération dans le Gourma a concerné plusieurs localités, notamment le Gourma de Gao en passant par Arhabou, Boya, Gabiro, Baju Gourma, Lelehoy, tout le long du fleuve. Nous avons eu un bilan très réconfortant, notamment en neutralisant des éléments de groupes armés terroristes et récupérer des armes, une dizaine de motos, également brûler une dizaine d'autres motos, et récupérer des munitions et plusieurs matériels militaires et des produits pharmaceutiques qu'utilisaient ces gars dans leur sanctuaire. Le commandant des unités Mégane et ses hommes entendent multiplier leurs actions pour favoriser la libre circulation des personnes et de leurs biens. Voilà, cette opération de FAMA a concerné les populations de Tessit. Voyons à présent la perception de nos compatriotes établis en Espagne face aux différentes réformes engagées au Mali depuis la rectification de la transition. Des réactions recueillies par nos envoyés spéciaux en Espagne grâce au concours du programme Tunkaranke, Ouagar Bablen Touré et Brahima Koulibaly. Leur thème est le programme Tunkaranke à la rencontre des Maliens de la diaspora. L'initiative consiste à donner la parole à nos compatriotes établis à l'extérieur en vue de recueillir leurs avis sur les grands chantiers intéressant la vie de la nation. Aujourd'hui,
tout le monde constate les efforts que le président de la transition est en train de faire en termes d'eau, en termes de centre de santé, etc., etc. En remplaçant des efforts fournis dans ce domaine-là, la diaspora peut utiliser donc leur argent, leurs cotisations, donc pour redynamiser l'économie à la base. Nous avons décidé, l'ORTM en tant que média public, d'aller en partenariat avec le programme Tunkaranke pour la simple raison que nous pensons aujourd'hui qu'il est important pour nous d'aller vers cette frange de la population malienne qui nous suit, qui suit également l'évolution de tout ce qui se passe dans ce pays-là. Vu tous ces efforts consentis, nous avons décidé de venir tendre le micro aux Maliens de la diaspora, plus précisément en Espagne, pour également recueillir leur avis sur ces différents chantiers réalisés par les autorités de la transition. On a vu la nécessité de changer la constitution. La chose la plus frappante, c'est surtout la langue. On veut que notre langue soit une langue vraiment officielle. Nous, Maliens de la diaspora, on est très très fiers de ce qui est en train de devenir notre pays. Il y a les armements qui viennent et l'équipement, la lutte contre les terroristes. On tire chapeau à Assimi Goïta et à son gouvernement. Bala Koné et Nyanakoro Sissoko font partie des 65 000 compatriotes vivant en Espagne. Comme tout Malien, ils suivent avec intérêt les actions de la transition. Si l'un est favorable pour la relance des activités industrielles, l'autre natif de la région de Caille se réjouit de la reprise du train voyageur. En tant que ressortissant de la première région, le jour où j'ai appris que le train siffle à nouveau après tant d'années d'arrêt, grâce aux autorités de la transition, j'étais très content. J'ai compris que les routes aussi font partie des priorités. J'invite vraiment tous les Maliens à soutenir la transition pour la prospérité du Mali. Le jour où j'ai su que la Comatex et l'UMPP sont en marche, je n'ai pas dormi tellement j'étais heureux. Vraiment, le Mali est en train d'avancer avec la transition et nous devons accompagner nos autorités pour bâtir une nation plus forte. Après l'Espagne, la prochaine destination, Paris, pour recueillir d'autres avis de nos compatriotes vivant en France. Les travaux du forum du Liptako Gourma ont débuté hier lundi à Ouagadougou, au Burkina Faso, organisé par l'autorité de développement intégré des États de Liptako Gourma. La rencontre de 3 jours a pour thème stratégie régionale de la région de Liptako Gourma, voie de la jeunesse, expérience et solutions locales avec les jeunes femmes et hommes vivant dans les régions frontières. Envoyé spécial bien sûr au Burkina Faso, Sorana Kamisoko. La région de Liptako Gourma qui couvre le Mali, le Burkina Faso et le Niger accueille aujourd'hui une population de près de 20 millions de personnes, dont plus de 65% de jeunes, selon le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi du Burkina Faso. 3 pays, un défi commun, celui de l'insécurité. Comment apporter une réponse commune et durable à cette préoccupation essentielle? L'autorité de développement intégré des États de Liptako Gourma engage la réflexion à travers ce forum. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de stratégies qui parlent des jeunes sans les jeunes. Donc nous voulons vraiment acquérir leurs points de vue, leurs suggestions et aussi savoir avec eux quels sont les problèmes qu'ils ont vécus et quelles seraient des solutions locales selon eux pour répondre à cette crise-là. La rencontre de 3 jours permettra aux participants de faire l'état des lieux des frontières de Liptako Gourma, d'échanger sur les axes de la stratégie régionale de stabilisation, le tout dans un esprit de coopération renforcée en vue d'endiguer l'insécurité dans la région. La lutte contre le terrorisme, c'est les jeunes qui sont les plus ancrés, parce que quand vous prenez au niveau des forces de défense et de sécurité, on ne peut pas s'enrôler aujourd'hui en tant que force de défense et de sécurité si vous n'êtes pas jeune. Ceux qui sont en avant-garde de combat sont des jeunes et je pense que c'est cette détermination-là qui doit être reconnue et que la jeunesse doit être mise en avant pour monter son potentiel. Et au regard des défis que connaît cette zone, notamment la question de l'insécurité, tous les défis humanitaires, ce sont des défis pour lesquels on ne peut pas imaginer de solutions durables sans une implication forte de la jeunesse qui constitue l'essentiel de la population de cet espace. Donc il était important pour nous d'accompagner cette initiative. Et l'autorité de développement intégré du Liptako Gourma a mené
un plaidoyer auprès des gouvernements et aussi des partenaires, ce qui nous a permis de réunir ces jeunes pour réfléchir sur comment on peut non seulement leur passer le bon discours et les impliquer dans toutes les initiatives qui sont en train d'être prises pour juguler cette crise sécuritaire et engager des actions de développement dans la région. Le rendez-vous de Ouagadougou regroupe une quarantaine de participants venus du Mali, du Burkina Faso et du Niger. 3 jours de débat et de réflexion au bout desquels une nouvelle stratégie sera élaborée pour pacifier l'espace Liptako-Gourma. La radio Baoulé FM a fêté ce lundi son 3e anniversaire à Sotuba, un anniversaire placé sous le signe du maintien des acquis obtenus depuis sa création. La radio Baoulé est reconnue à travers ses émissions de débat et de sensibilisation, surtout sur des questions environnementales. Souleymane Sidibé. Cela fait 3 ans que la radio Baoulé FM est créée. Une radio qui entend contribuer à la sauvegarde et à la protection de l'environnement. 3 ans de sensibilisation sur les questions liées à l'environnement, cela ne saurait passer inaperçu. La radio environnementale Baoulé que nous célébrons ce matin, c'est une radio d'information générale avec un programme axé sur les questions environnementales et de développement durable, d'où son choix de porter pour le nom de son studio le premier inspecteur général des eaux et forêts, le gouverneur Fé Biramou Sissoko. Rarement tu trouves une radio environnementale, c'est ce qui fait la particularité de cette radio d'abord. Ensuite, son directeur était un élément chevronné de la communication. Bon, c'est sa 3e radio qu'il est en train de créer, et cette radio est particulière parce que l'environnement touche tout le monde. Le secrétaire général du ministère de la Communication a, au nom du ministre, salué le promoteur avant de réitérer l'accompagnement du département de la communication. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à ton honneur de le remercier et de le féliciter et l'encourager dans cette voie, parce que c'est la seule voie qui vaille. Je pense qu'aujourd'hui, la presse doit jouer tout son rôle, le rôle de cohésion, le rôle de communication, le rôle de sensibilisation, le rôle d'information à l'endroit de l'ensemble du pays, particulièrement à l'endroit de l'armée malienne. Des prestations à caractère folklorique et la visite des lieux ont mis fin à la cérémonie. La radio Baoulé est installée à Sotuba ACI sur les 103.fm. Une nouvelle publication, la revue du secteur privé intitulée Partenaires, vient de naître. Une revue de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM. Dans ses premiers numéros, une large place est consacrée à la visite du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, à Ségou le 13 juin dernier, dans le cadre du lancement des travaux de redémarrage des unités industrielles, la Comatex et l'UMPP. Vous pourrez lire également un dossier consacré au Forum national pour la relance économique du Mali qui a eu lieu également à Ségou et dont l'ouverture officielle avait été présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Les élus consulaires de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali de Koulikoro viennent d'effectuer une visite de terrain à Djoïla et Fana. Objectif échanger avec les commerçants de 2 localités sur les grands axes de la nouvelle mandature de la Chambre. Djemba Moussa Konaté. Il s'agissait au cours de cette visite de terrain des membres de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali de Koulikoro d'expliquer les missions de l'organisation aux adhérents. Djoïla a constitué la première étape de cette visite. La délégation a fait une brève présentation de la Chambre de commerce ainsi que les défis à relever. Le but est d'aller présenter le bureau qui est sur place et puis leur demander leur doléance afin qu'on puisse les reconnaître comme quoi ils sont commerçants. Ça, c'est le registre des commerces. Aller faire le paiement des impôts. Il faut qu'eux aussi ils se déplacent vers l'impôt. À Djoïla, tout comme à Fana, les responsables consulaires, chacun selon ses attributions, a expliqué aux commerçants leurs droits et devoirs vis-à-vis de l'État. La demande forte de Djoïla, c'est pourquoi les impôts de Djoïla se payent toujours à Fana. Je profite de l'occasion pour demander aux plus hautes autorités de prendre en charge cette doléance pour un commerçant qui doit quitter son emploi.
et aller à 40 km pour payer cette taxe. Moi, je crois qu'il faut revoir. Les difficultés qui sont à Fana, c'est ce manque de formation qui fait que les gens ne savent pas concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on paye, on vend, on paye, on revend. Et pourquoi lors de ce forum, vous avez entendu les uns et les autres parler d'industrialisation, de transformation de nos produits locaux pour que l'argent n'aille pas ailleurs. La construction d'un marché moderne et de bureaux à Dioula et Fana est un vœu qui a été formulé par les commerçants lors de cette visite des membres de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali de Koulikoro. Comment renforcer les connaissances des membres des associations musulmanes de Ségou sur les règles de la cohabitation interreligieuse? C'est à cet exercice que se prêtent les responsables du projet Gisra Ripod religieux de la 4e région. Fousseni Samaki. Il s'agit au cours de cette rencontre de doter les leaders musulmans de connaissances nécessaires à l'identification des causes, les manifestations, la prévention et la recherche des solutions à l'extrémisme intra-religieux. Cette stratégie passe par la participation inclusive des musulmans. Ce projet est là pour faciliter la cohabitation pacifique entre les musulmans et entre les musulmans et les autres confessions religieuses. Nous voulons, n'est-ce pas, réunir pour faciliter leur cohabitation ensemble, pour qu'on puisse même pratiquer notre religion de façon, n'est-ce pas, harmonieuse, et que l'État puisse en profiter. La prévention et la lutte contre l'extrémisme dans les communautés, les règles de la cohabitation intra-religieuse sont entre autres thèmes débattus au cours de cette journée. Si les musulmans retrouvent l'unité, cela sera très avantageux pour la religion selon les prescriptions du Saint-Coran. C'est la bonne cohabitation que nous recherchons dans l'islam. Si les musulmans viennent ici pour être renforcés en matière d'instauration de la paix et de la bonne cohabitation, cela fait un plus. Le Mali en a besoin, Ségou en a besoin. La rencontre de Ségou s'inscrit dans l'atteinte des objectifs du projet Gisra à travers le RIPOD qui vise à sensibiliser les leaders religieux sur la cohabitation pacifique intra-religieuse. Les activités du Gisra première phase concernent les régions de Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et les districts de Bamako. C'est communiqué. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Muharram ou Djomine Kalo n'a été aperçu le lundi 17 juillet 2023 dans aucune localité du pays. En conséquence, le mois lunaire Muharram ou Djomine Kalo débute au Mali le mercredi 19 juillet 2023, premier jour du nouvel an musulman, et Ashura le vendredi 28 juillet 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023, on en parle encore. Elle a permis au public de découvrir des talents. Nous vous présentons deux artistes dont l'écart d'âge est considérable. Il s'agit de Finda Wallet Mohamed de Menaka, violoniste, et Bourama Diallo de Kaï. Il est batteur de tam-tam et il n'a que 3 ans. Regard croisé sur deux artistes au parcours exceptionnel avec Awaditma Kamara. Ce sont les fabuleux destins de Wallet Finda et Bourama Diallo. La première est une septuagénaire native de Menaka. Elle est violoniste, un instrument à vent. Le second est âgé de 3 ans. Le tam-tam, cet instrument à percussion, n'a aucun secret pour le ressortissant de Kaï. Le destin a fait que leurs chemins se croisent aujourd'hui à Mopti à la faveur de la biennale artistique et culturelle comme une grand-mère et son petit-fils. Flashback sur la riche et impressionnante carrière de Wallet Finda. En effet, notre violoniste a été révélé au grand public lors de la semaine régionale artistique, culturelle et sportive de Gao, sélectionnée pour la biennale de 1986, 9e biennale. Menaka érigée en région, elle resta dans sa troupe avec toute son expertise artistique. Son parcours est loin d'être un fleuve tranquille. J'ai appris le violon à bas âge. Je l'ai hérité de ma maman. J'ai participé à beaucoup de biennales. J'ai eu une fille, mais elle est décédée.
Je vis avec mes petits-enfants. Contrairement à Wallet Finda, celui qu'elle appelle son petit-fils Bourama est sur la voie tracée par sa maman, danseuse de la troupe régionale de Kaï. Ils partagent la même scène. La présence du natif de la première région à une biennale ne passe pas inaperçue. Les images sont assez illustratives. Il pleurait chaque jour en voyant les batteurs de tam-tam. Je lui en ai acheté. Il est au jardin d'enfants. Je veux qu'il fasse les deux. Débordant d'énergie avec une technicité exceptionnelle, peu bavard, nous avons quand même pu lui arracher un mot. Chema m'a appris à jouer au tam-tam. Mon père s'appelle Hamadi, ma mère Ya. Ils sont tous de ma troupe. C'est avec amertume que la septuagénaire entend déposer définitivement son compagnon depuis plus d'une trentaine d'années. Malheureusement, aujourd'hui, elle ne sait pas à qui transmettre ses connaissances. J'ai tout le temps été avec la troupe de Menaka. Nous n'avons pas pu former quelqu'un. La relève n'est pas assurée. Wallet Finda est un exemple dans sa troupe au point que tout le monde l'admire. La doyenne joue effectivement son rôle de doyenne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a amenée. Les petits sont en train d'apprendre autour d'elle. Elle les raconte toutes les histoires qu'elle a vécues. Elle les apprend à vivre, elle les apprend à se respecter. Elle joue effectivement son rôle de personne âgée. Quand ça ne va pas, elle est aux petits soins. Si la carrière de Wallet Finda tire vers sa fin avec comme récolte des voyages en Allemagne et au Niger, celle de Bourama se dessine petit à petit et l'horizon semble dégagé pour cet enfant. En troisième région, suite à l'accident de circulation survenu hier lundi à 40 km de Koutiala, le gouverneur de la région de Sikasso était ce mardi à l'hôpital de Sikasso au chevet des blessés. Kanté Marie-Claire Dambélé est allée apporter le soutien et la compassion de la nation. Moussokoro Sérémé. 12 blessés et 1 mort. C'est le bilan de l'accident de la délégation régionale de Sikasso de retour de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Un accident survenu lundi dans la commune rurale de Kougnana, sur l'axe San-Koutiala. La chef de l'exécutif régional, à la tête d'une forte délégation, dont celle du Burkina Faso en activité dans la région, vient s'enquérir de l'état de santé des patients admis à l'hôpital de Sikasso. Kanté Marie-Claire Dambélé est porteuse des messages de soutien et de compassion de la nation et de la région. Et je tiens à remercier les autorités de la région de Koutiala et pour leur accompagnement. Donc on est là pour les soutenir et assurer leur prise en charge. Et le message que je vais lancer, c'est de demander aux gens de se calmer. Et tous les malades sont pratiquement pris en charge par le gouvernorat et le conseil régional. Donc au nom des autorités de la transition, nous remercions vraiment tous ceux qui se sont donnés, qui ont fait le déplacement pour participer à cette biennale. Aussitôt informé de la situation, le personnel de l'hôpital de Sikasso s'est mobilisé pour assurer une prise en charge immédiate des patients dont l'état de santé est rassurant 24 heures après. Vu que l'hôpital a été alerté, il y avait eu tous les chirurgiens, les anesthésistes, les urgentistes qui ont été aux urgences et nous avons reçu 15 blessés, dont un décès qui a été constaté à l'arrivée. Il y a eu une malade seulement qui a été hospitalisée au niveau du service des urgences pour des suites de fractures, mais elle est hors danger. Auparavant, la délégation de la chef de l'exécutif régional s'est rendue à la famille de la défunte, agent à la direction régionale de la culture de Sikasso, où elle a présenté des condoléances et prié pour le repos de son âme. Ce communiqué, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, communique en application des dispositions de la loi portant organisation judiciaire à la cérémonie solennelle d'installation du premier président et du procureur général après la cour d'appel de Bamako se tiendra le jeudi 20 juillet 2023 à 10h précises
à la Cour d'appel de Bamako. Cette cérémonie, première du genre dans notre pays, sera marquée par l'audience solennelle présidée par le président de la Cour suprême. À cette occasion, il demandait à tous les magistrats en service dans les juridictions de Bamako et de Kati de prendre part à cette audience solennelle afin de rehausser l'éclat de la cérémonie et de faire de cet événement une réussite totale. Aussi, compte tenu de l'importance de cette audience et de sa solennité, le port de la robe est exigé. Cette annonce, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré vendredi dernier les opérateurs économiques sur l'importation de certains produits essentiels comme le sucre, le riz. Le RTM vous propose ce soir la diffusion de quelques messages forts du ministre Moussa Alassane Diallo au cours, bien sûr, de cette rencontre. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu protège notre pays.